Nous ne voulons pas vous faire attendre, d'autant plus que vous êtes aussi nombreux. C'est une bonne chose, nous vous en remercions. Donc, merci que tout le paysage de la presse soit représenté. C'est une bonne chose. Et c'est important, parce que ceci, c'est une conférence de presse importante. Nous avons quelques annonces importantes et aussi des nouveautés à vous annoncer. Et nous sommes contents que vous soyez tous présents. Nous avons aussi préparé un dossier de presse que vous avez devant vous. Pour info, ce n'est rien que nous ayons préparé spécialement, mais ce sont des documents, des échanges de courriers avec le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, des notes que nous avons élaborées qui appuient le dossier et qui peuvent vous montrer tout ce que nous avons déjà fait, tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, des derniers mois, et où la presse peut donc avoir accès à ces documents. Mais ce n'est pas utile d'analyser les documents tout de suite, mais c'est pour vous informer, pour que vous puissiez vous y retrouver. Nous organisons cette conférence de presse en commun. Patrick Doury et moi-même, nous allons parler en alternance, je vous préviens. Et donc, les micros vont être échangés. Nous avons donc différents sujets à traiter. Aujourd'hui, nous voulions vous présenter plusieurs choses. Tout d'abord, évidemment, notre collaboration concrétisée, comme vous le voyez ici dans la salle. Et puis, nous voulions aussi un peu parler du conflit que nous avons toujours au CPTE pour les conventions collectives, donc au Comité permanent de l'emploi. Et puis, nous avons encore aussi quelques dates à annoncer et des actions concrètes dont nous voulions vous informer. Ceci pour l'introduction, et je pense que ce n'est pas une grande surprise pour vous que nous vous disions. Les syndicats représentatifs, nous sommes actuellement parmi les plus grands syndicats, mais nous vivons des attaques du côté politique et du côté patronal comme nous n'en avons plus vécu depuis des décennies. Nous sommes vraiment arrivés à un tournant du mouvement syndical, parce que nous avons vécu des attaques violentes par rapport à des dossiers importants, des dossiers qui représentent notre épine dorsale pour des dossiers, les salaires, les temps de travail et les pensions. Donc, ce gouvernement nous a attaqués par rapport à tous les points importants, à commencer par les conventions collectives, puis la décision du ministre du Travail de flexibiliser l'ouverture dominicale, peu après la loi sur les heures d'ouverture des magasins, où le ministre de l'Économie est aussi intervenu pour montrer aux syndicats que c'est le gouvernement qui décide. Et nous avions aussi le projet sur la directive sur le salaire social minimum, où on a légiféré sans discuter avec nous, où on n'a même pas demandé notre avis. Nous avons aussi eu des attaques contre les pensions. On nous a attaqués dans le domaine du temps de travail. Le gouvernement dit que nous devons aussi discuter d'une flexibilisation du temps de travail. Cela figure dans le programme électoral. Il y a d'autres annonces qui nous préoccupent. Nous l'avons déjà dit lors de réunions écoulées. Nous avons de plus en plus le sentiment que ce gouvernement veut déclarer la guerre à ces syndicats et à les amoindrir, voire même à les écarter, les détruire, et pour contourner les syndicats dans la mesure du possible, comme cela a été le cas dans d'autres pays, ce que nous ne pouvons pas accepter. Donc nous sommes arrivés à un tournant du mouvement syndical à Luxembourg, et nous devons faire opposition. Nous devons peut-être faire opposition différemment. Notre opposition a une autre qualité aujourd'hui. Nous voulions vous en informer. C'était toujours comme ça. Lorsqu'on est de plus en plus attaqué, on s'unit, et on le fait aussi dans cette situation, et alors l'opposition devient plus grande.
pour atteindre l'envergure nécessaire pour arrêter tout ce mouvement. C'est la raison pour laquelle nous avons donné une nouvelle qualité à notre coopération que nous voulions vous présenter aujourd'hui. Nous devons nous opposer. Il n'y a aucun doute à cela. Nous pouvons le faire dans cette situation. Nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Là aussi, il n'y a aucun doute. Cette opposition sera commune et il n'y a pas un millimètre entre nous. Et quoi qu'on essaye de faire, nous n'allons pas cesser. Nous avons un front syndical sur toutes les positions. Nous avons les mêmes positions dans tous nos avis à 100%. En fait, nous sommes dans une coopération historique entre le GBL et le NCGB pendant cette période de crise qui se concrétise. Nous avons des échanges tous les jours, nous avons des réunions tous les jours. Cela concerne les directions des deux syndicats, mais cela concerne aussi tous les niveaux des syndicats. Nous le faisons dans les conventions collectives, dans les entreprises, dans les secteurs et surtout aussi sur le plan politique national. Et vous devez le savoir, nous mobilisons, nous sommes en train, pour l'année passée, nous avons déjà eu une conférence des délégués. Nous continuons dans le secteur du commerce, où on est tout de suite concerné par les heures de travail. Et dans les semaines, dans les jours à venir, il y aura déjà une série d'actions. Nous avons beaucoup de publications communes, vous l'avez appris, avec les tracts dans les entreprises. Nous avons des tracts d'un ordre plus général. Nous avons des communiqués de presse tous les jours, des communiqués de presse communs. Et pour cette raison, nous avons donné un nom commun à tout cela, un logo commun. Vous le voyez dans vos documents, notre nouveau visuel, notre nouvelle expression, le front syndical. Et pour que l'on retrouve tout ce que nous produisons, tout ce que nous publions, tout ce que nous organisons, les dates, etc. Et pour cette raison, nous avons mis en ligne une page Internet commune ce matin, le www.frontsyndical.lu. En allemand, gewerkschaftsbund.lu. Là, vous retrouvez tout ce qui se passe actuellement, toutes les actions, tous les communiqués, toutes les publications. Et c'est bien pour nos délégués, nos militants, nos membres, ils y retrouvent tout, toutes les dates, toutes les annonces et toutes les actions syndicales. C'est vraiment tout frais. Et vous retrouvez tout cela à votre disposition sur le site. Et là, nous regroupons tout ce que nous avons publié. C'était une petite introduction de ma part pour vous montrer que nous sommes arrivés dans une autre qualité de l'opposition, de notre opposition. C'est absolument nécessaire. Nous l'avons vécu depuis des mois, depuis le fameux comité permanent du travail et de l'emploi, et aussi depuis les annonces d'une réforme des pensions. Nous avons un gouvernement qui s'attaque massivement aux salariés, mais ça ne va pas nous n'allons pas le permettre, ni le GBL, ni le NCGB. Et nous allons maintenant vous expliquer tout ce qui se passe dans tous les dossiers. Patrick va commencer avec les sujets les plus importants. Merci, Nora. Merci, Nora. Tout d'abord, je voudrais souligner que c'est la mission des syndicats de travailler dans l'intérêt des salariés pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Pour cette raison, les syndicats OGBL et NCGB collaborent dans de nombreuses négociations de conventions collectives. Notre engagement repose sur les principes de la justice sociale et de la solidarité, mais nous constatons que ce sont des termes qui ne figurent pas dans le vocabulaire du Premier ministre et de son ministre du Travail. Actuellement, comme Nora l'a déjà dit, nous sommes confrontés à une politique gouvernementale qui délimite les acquis des personnes du secteur privé, les droits des conventions collectives, à l'exemple des conventions collectives et des pensions, qui remettent tout cela, tous les droits en question.
le travail dominical, les heures d'ouverture et aussi les heures d'ouverture du commerce. Nous ne permettrons pas qu'on dérégularise tout cela. Les nouvelles heures d'ouverture ne correspondent pas aux besoins des gens. Et parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins, nous nous demandons pourquoi nous plaçons les salariés dans une situation où ils ne peuvent plus avoir le droit d'avoir une vie familiale en cohérence avec leur profession, surtout dans un secteur à faible salaire. Et donc, c'est une nécessité absolue de faire un front syndical commun au GBL et CGB, non seulement pour protéger les acquis. Non, nous voulons aussi plus de conventions collectives. Nous voulons des pensions assurées et une assurance maladie performante, c'est-à-dire que nous avons de nombreuses revendications que nous aimerions mettre en pratique. Et par rapport à cette alliance entre le gouvernement et le patronat, on ne peut agir que de manière commune. La question qui se pose, c'est de savoir si le gouvernement oserait aussi traiter la fonction publique comme elle veut le faire avec le secteur privé. Nous refusons en tout cas un système qui repose sur l'apartheid social où les uns circulent dans les wagons à 5 classes et la deuxième classe, donc la classe de bois, pour tous les autres. Ici, pour utiliser les termes du Premier ministre, il est aussi question du respect du gouvernement et du patronat par rapport à ceux qui, tous les jours, contribuent à la richesse de ce pays avec leur travail. En fait, il est aussi question d'un traitement égal entre la fonction publique et le secteur privé. Et finalement, je voudrais aussi souligner que dans les 50 dernières années, nos entreprises ont fort bien fonctionné avec notre système social. Les syndicats à représentativité nationale ont, pendant les périodes de crise, beaucoup fait pour le pays et pour les entreprises, non seulement pour les salariés. Et si le front syndical refuse que le climat social soit complètement démoli par le gouvernement et le patronat, et que des termes comme « work-life balance » soient abusés. Bon, nous refusons que les salariés soient systématiquement présentés comme étant des fainéants et des profiteurs et que les syndicats seraient stupides et arriérés en quelque sorte. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, ce que Patrick a dit. En fait, le gouvernement essaye depuis un certain temps de nous donner une mauvaise image, de nous pousser dans un coin de ceux qui n'ont rien compris, qui ne sont pas modernes, qui n'ont pas appris ou compris les signes du temps, qui ne représentent pas les salariés, qui ne sont pas représentatifs. Et pour cette raison, nous vous avons présenté l'avant-projet du plan sur les conventions collectives de Georges Michaud. Donc il faut analyser les pages entières d'attaques où il dit que les syndicats perdent de plus en plus d'importance. Ils le font certainement pour attaquer, pour mettre en doute notre représentativité et pour nous présenter comme si nous ne pouvions pas suivre le signe du temps. Et pour cette raison, nous voulions aussi vous dire quelle est l'importance des syndicats pour permettre au pays d'avancer, de vous montrer tout ce que nous avons fait avec l'OGBL, le LCGB aussi, la CGFP dans les tripartites et ce que nous avons atteint tous les jours dans les conventions collectives. Et ce qui est important, nous assurons la cohésion de tout le pays. L'économie, le pays, et cela souligne l'importance de la notion de la représentativité nationale. Nous sommes des syndicats qui sont actifs dans tous les secteurs économiques, dans toutes les professions, pour défendre les salariés et les retraités.
Et donc, c'est important que les intérêts de l'ensemble du pays sont ainsi garantis. Le patronat aime affirmer qu'ils ne veulent pas une solution pour tous les problèmes, mais c'est un non-sens total. C'est le contraire de ce que nous voulons. Avec les conventions collectives et avec nos négociations, nous réussissons à négocier des modèles adaptés dans les entreprises, qui sont adaptés aux intérêts de ceux qui travaillent dans l'entreprise et aux intérêts de l'entreprise, qui permettent donc de trouver des compromis dans l'intérêt de tout le monde, des solutions modernes et flexibles. Ce n'est pas un terme qu'ils utilisent tout seuls et ils ne peuvent pas demander eux-mêmes qu'ils veulent flexibiliser. Nous avons négocié de nombreux modèles flexibles dans de nombreux secteurs aussi, dans l'intérêt de la flexibilité des salariés. Avec les conventions collectives, nous avons aussi négocié des accords professionnels qui s'appliquent pour tout le pays. Pendant la pandémie, nous avons trouvé un accord avec le patronat sur le télétravail, sur la déconnexion. Ce sont des formules modernes. On ne peut pas faire mieux pour nous adapter au temps moderne. Et c'est d'ailleurs nous qui insistons pour qu'on parle de plus en plus de la digitalisation, pour qu'on fasse en sorte que les emplois soient adaptés, que les personnes soient formées. Nous avons le sentiment que les autres freinent aussi. Dans d'autres secteurs, nous avons toujours exigé une action préventive pour faire en sorte que les emplois soient assurés et que les emplois qui disparaissent puissent permettre de créer de nouveaux emplois. Bon, nous ne pouvons pas tout énumérer, mais vous savez, en fait, nous assurons ce travail tous les jours pour rendre le monde un peu plus moderne. Nous l'avons toujours fait, nous allons continuer à le faire. C'est le sens des syndicats. Au cours des dernières années et aussi pendant la crise, nous avons beaucoup fait pour la sécurisation du parcours professionnel. Lorsqu'un secteur allait mal, lorsqu'une entreprise allait mal, nous avons essayé de réagir au préalable. Nous avons toujours demandé des discussions en période de crise pour voir comment le marché bouge, où il y a des problèmes, où il faut faire attention. Nous avons toujours veillé à ce qu'on respecte le maintien dans l'emploi, la négociation des plans sociaux dans l'intérêt des salariés. Un dernier exemple, dans les tripartites, nous avons accepté beaucoup de choses nécessaires pendant la crise de la sidérurgie, la crise mondiale de l'économie, mais lors des dernières tripartites du dernier gouvernement, c'est nous qui avions demandé ou proposé le plafonnement des prix de l'énergie. Et ce sont des éléments qui ont permis au pays d'avancer, dont nous pouvons être fiers et qui ne sont possibles que parce que nous sommes des syndicats représentatifs qu'on ne peut pas remettre en question. Encore un mot pour dire que les syndicats sont importants pour un pays. Des partenaires sociaux forts assurent la stabilité. Nous le savons, l'histoire nous l'a montré, les comparaisons internationales le montrent, la stabilité pour les affaires sociales, mais aussi pour l'économie et la politique. Là où les syndicats sont forts, il y a moins d'inégalités, il y a moins de différences sociaux. C'est logique et nous voyons aussi, à l'inverse, dans d'autres pays où on a attaqué les syndicats, on voit que là, il y a eu des tensions sociales extrêmes. Nous l'avons vu en France, c'est l'exemple le plus proche. Nous l'avons vu en Italie, nous le voyons partout, en Europe de l'Est, aux États-Unis. C'est un bel exemple de voir ce qui se passe lorsqu'on s'attaque aux syndicats. On a aussi besoin des syndicats pour avoir un contrepoids par rapport à la politique, un correctif en quelque sorte, pour rétablir un équilibre entre le volet économique et le volet social, pour créer l'équilibre nécessaire. Mais souvent, il y a une poussée vers la droite. Si on ne trouve plus de réponse aux politiques de droite, de l'extrême droite et aux politiques libérales, on n'a plus de réponse. Nous sommes le correctif nécessaire et si on veut protéger la démocratie, il faut aussi protéger les salariés, c'est évident.
c'est le plus logique et de cette manière, il faut protéger les syndicats. Et le Premier ministre est toujours très fier de dire qu'en Europe, nous sommes un des rares pays avec une stabilité politique et tous les pays voisins n'ont pas cette stabilité. Mais il faut faire attention de manière très sérieuse. Nous ne voulons pas une instabilité politique, mais les gens commencent à avoir de moins en moins confiance dans la politique aussi à Luxembourg. Le climat social est menacé. Nous le vivons à travers ce que nous vous montrons aujourd'hui. Si notre gouvernement est d'avis que c'est la fin du modèle social luxembourgeois, alors cela veut dire que le climat social est fortement ébranlé, que le modèle est détruit, et cela veut dire que nous devons faire opposition. Et nous rappelons à notre Premier ministre que le modèle luxembourgeois, ce n'est pas seulement un dialogue pour la forme, ce qu'il a dit récemment, nous écoutons, mais nous faisons ce que nous voulons. Non, ça, ce n'est pas le modèle. Nous avons un modèle qui a la possibilité de miser sur le consensus où des résultats sont négociés et obtenus, où il est possible à la fin de trouver un consensus. Sinon, cet équilibre a déraillé et alors nous aurons un déséquilibre. C'est ce qui risque de se passer pour l'instant. Nous le voyons avec l'exemple du comité permanent du travail et de l'emploi. Bon, je voudrais, par rapport aux éléments cités par Nora, ajouter quelque chose qui me préoccupe beaucoup. À la tripartite, au cours des dernières tripartites, le syndicat a présenté la proposition du plafonnement de l'énergie. Ensuite, il y a eu une discussion pour savoir si on avait une structure sociale. Mais vous savez que le plafonnement visait surtout à diminuer l'inflation. Et dans les tripartites, nous étions étonnés que le patronat n'ait pas plus insisté sur la problématique du prix de l'énergie pour les entreprises. Bon, c'est quasiment midi moins 5 lorsqu'on en a commencé à en parler. Nous étions étonnés, non pas parce que nous sommes préoccupés pour les entreprises, non, mais pour les emplois. Nous voyons qu'entre-temps, le prix de l'énergie représente un problème structurel et nous étions étonnés qu'on n'en ait pas plus fait un sujet lorsqu'on voit aujourd'hui comment nous sommes positionnés pour ce qui est du patronat. Comme Nora l'a déjà dit, nous voulons aussi dire un mot par rapport aux événements au comité du travail et de l'emploi. Bon, dans cette structure, on veut surtout analyser la situation de l'emploi et du chômage et éventuellement lancer les mesures pour garantir le plein emploi. Voilà en fait la première approche de ce comité permanent du travail et de l'emploi. Les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, voilà d'autres sujets qui doivent être abordés. Et cette structure est devenue un élément clé de notre modèle social. Un modèle social qui est basé sur le fait que pour un sujet, on peut se mettre d'accord pour travailler dans une certaine direction, pour obtenir un résultat dans le consensus. Voilà ce que nous comprenons sous le terme dialogue social. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on le voit clairement lorsqu'on voit comment le gouvernement a réagi pour la mise en pratique de la directive sur les salaires sociaux minimums dans l'Union européenne. Cette directive comporte deux volets. Tout d'abord, le volet qui parle du salaire social minimum, où un projet de loi a été élaboré qui n'a même pas été présenté au comité permanent du travail et de l'emploi. Et là, il n'y avait donc aucune discussion sur une partie aussi importante de notre législation. Le ministre du Travail, et vous avez un document avec tous les courriers, le ministre du Travail, dans son courrier du 20 septembre, il a écrit que le gouvernement n'entend pas discuter tous les projets de loi au CPTE. Et là, on voit clairement le changement de paradigme qui s'est produit du côté du gouvernement.
parce qu'il y a eu des périodes où, dès le début, on a discuté de ces projets, mais ces périodes semblent définitivement révolues. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie de cette directive, comme vous le savez, tous les États membres de l'Union européenne doivent se donner les moyens pour que le taux de couverture des conventions collectives aille dans la direction des 80%. Le 17 septembre 2024, 7 jours avant la réunion du comité permanent du CPTE, qui était prévue pour le 24 septembre, les syndicats ont reçu l'avant-projet du gouvernement avec un plan d'action national pour promouvoir la négociation collective qui dénigre les syndicats, qui dit que ce sont en fait des quantités négligeables, avec l'argument du nombre des délégués neutres ou des délégués patronaux pour montrer que les relations de force dans l'entreprise n'avaient plus aucune valeur et de cette manière, le gouvernement exerce la politique demandée par le patronat. On demande que pour des problèmes, par exemple, on envisage une cellule d'experts du ministère du Travail qui veulent dire aux délégués dans les entreprises que le patron est dans le juste. En clair, cela veut dire que moi, le patron, je ne veux plus rien avoir à faire avec les syndicats. Et notre collègue Premier ministre va nous rendre cela possible au détriment du contribuable. Pour les négociations avec les syndicats, on n'en parle plus du tout. Pour des améliorations dans la loi sur les conventions collectives, sur le rôle des syndicats, pour renforcer le rôle des syndicats représentatifs et pour avoir plus d'arguments pour négocier des conventions collectives, là, on n'en parle plus du tout. Un mot encore sur la quantité négligeable. D'après l'OCDE, le taux d'affiliation des syndicats luxembourgeois est le deuxième le plus important de l'Union européenne, avec 35%. Mais moi, j'ai aussi entendu que le taux d'affiliation des entreprises à la Fédération des artisans, par exemple, est en dessous de 30%. Mais je l'ai seulement entendu, on me l'a dit. Et moi, je serais content si les journalistes ici, dans la salle, pouvaient vérifier, parce qu'en fait, si moi je le dis, on va affirmer que nous présentons des drôles d'arguments. Mais c'est un petit appel, si je peux vous inviter à vérifier le taux d'affiliation à ce niveau et quelle est donc la représentativité de cette Fédération des artisans. Le 19 octobre, pour revenir sur notre problématique au CPTE, le 19 octobre, nous avons informé le Premier ministre que son avant-projet n'est pas une base sur laquelle nous pouvons travailler et que nous développons notre propre proposition qui repose sur les réflexions que nous lui avons envoyées en mars 2024. Nous parlons ici du mois d'octobre. En mars déjà, nous lui avons soumis nos propositions et dans son avant-projet, on n'en retrouve pas la moindre trace. Cela aussi, c'est un fait. Le 3 octobre 2024, nous avons... notre note a donc été adressée au ministre. Le 8 octobre, il y a eu la fameuse réunion du comité permanent du travail et de l'emploi. Tout d'abord, le ministre s'est plaint du fait que le syndicat avait eu le culot de reporter une réunion. Je n'étais pas seul. Il y a beaucoup de personnes ici dans la salle qui peuvent vous le confirmer. Pour notre proposition, il ne voulait même pas en parler. C'est une procédure unique que les syndicats du pays aient élaboré une proposition commune dont le ministre refuse d'en parler. Après avoir accepté ce jeu pendant un certain temps, il était clair pour nous que nous ne pouvions pas continuer parce que le ministre du Travail a seulement eu un problème où il voulait vraiment écarter les syndicats des négociations pour les conventions collectives.
Après ce soi-disant éclat du 8 octobre, il y a eu une série d'entrevues, deux avec le Premier ministre, une autre avec le ministre du Travail. Jusqu'ici, ils n'ont toujours pas précisé la situation. La communication du Premier ministre dans la presse, c'est un peu comme s'il voulait toujours garder une arrière-porte ouverte et le ministre du Travail, depuis le début du mois de novembre, depuis le 5 novembre, il doit nous présenter un nouveau plan d'action nationale, dont acte. Maintenant, on peut se faire une image pour savoir ce que le Premier ministre et son ministre du Travail pensent des salariés et de leurs représentants. Et pour la base de confiance, on ne peut même plus en parler. En plus, le Premier ministre et son ministre du Travail devraient savoir que leur manière de transposer cette directive est totalement contre l'esprit de cette directive. Notre pays est en train de se ridiculiser sur le plan européen. En résumé, si globalement le dialogue social du gouvernement vise à consulter et ensuite décider tout seul, alors c'est une preuve très claire qu'en fait, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec les syndicats et qu'ils ne veulent plus travailler comme nous en avions l'habitude dans notre dialogue social avec des solutions communes où nous avons toujours visé un consensus. Alors le modèle social et le dialogue social de ce pays est arrivé à la fin. Cela veut dire pour les syndicats qu'à ce moment-là, les discussions au CPTE n'ont plus aucun sens. La rente sociale, la petite tripartite que le Premier ministre a proposée, doit préciser les choses de manière concrète. Le droit de négociation et le droit de signer des conventions collectives restent réservés aux syndicats représentatifs et aussi le contenu des conventions collectives. On ne peut pas en discuter. Avec sa démarche, le gouvernement a détérioré le climat social et s'il continue de la sorte, ils vont totalement le détruire. Le gouvernement et le patronat ont décidé de mettre un terme au modèle social. Les syndicats sont aujourd'hui les seuls qui veulent ou qui sont intéressés au modèle social et à la paix sociale. Il y a encore moyen de trouver une détente, mais le temps presse. Voilà, pour terminer, un dernier mot sur la débâcle autour de la question qui a le droit de négocier une convention collective. Maintenant, c'est une bonne chose, nous devons être heureux qu'on va préciser cela dans la Chambre avec une motion. Nous sommes contents qu'à la Chambre des députés, on ait décidé que les syndicats gardent l'exclusivité de négocier des conventions collectives. Mais cela ne suffit pas, il y a beaucoup d'autres besoins par rapport à la législation sur les conventions collectives, la question du contenu et de ce qui doit y être négocié, et on n'a pas permis d'avancer pour un millimètre dans le domaine de la directive européenne. Mais déjà, la question pour savoir s'il appartient aux syndicats ou non de négocier, pour nous, c'était clair et la directive européenne était claire. Il faut que ce soit des syndicats. Et pour cette raison, nous avions saisi la CES avec notre dossier par rapport à notre gouvernement luxembourgeois. Ils nous ont soutenus et ensemble, avec la CES, nous avons adressé une lettre à Ursula von der Leyen pour lui demander, pour l'inviter à nous confirmer que notre lecture de la directive européenne est correcte et qu'il appartient aux syndicats de négocier. C'est récent et vous retrouvez cela aussi dans vos documents. Nous avons reçu une réponse de la part du bureau de la Commission européenne qui nous donne raison. Donc, il faut que ce soit les syndicats qui négocient les conventions collectives et nous sommes d'avis que le Luxembourg serait mal conseillé d'ignorer les directives et de ne pas respecter la décision de la Commission européenne. En Europe, nous avons aussi une situation difficile. La confiance
dans la politique européenne est très attaqué, très faible, et il n'appartient pas au Luxembourg et à son gouvernement d'en rajouter encore. Au contraire, maintenant, nous avons besoin d'un gouvernement qui défend la démocratie, mais cela veut dire qu'il faut aussi défendre la démocratie dans les entreprises, avec les libertés de négociation pour les syndicats, et cela veut dire que la loi sur les conventions collectives doit enfin être modernisée si on veut utiliser leur vocabulaire. Et dans l'esprit de la directive, il faut faire en sorte que nous ayons une meilleure loi qui mène à plus de conventions collectives et qui ne dilue pas le contenu, qui ne parle pas du temps ou qui n'exclut pas le temps de travail et quelque chose qui n'affaiblit pas les syndicats et les salariés. Pour cette raison, ce dossier reste ouvert comme de nombreux autres dossiers et on nous a annoncé qu'on va trouver une solution pour tout cela. Lors de la table ronde sociale, c'est une bonne annonce. C'est un peu comme s'ils avouaient d'avoir compris que nous avons besoin du dialogue social, mais nous voulions préciser certaines choses, Patrick l'a déjà dit, avant cette table ronde sociale. Bon, évidemment, nous y allons. Nous avons toujours dit, nous sommes demandeurs pour le dialogue et nous sommes toujours prêts à dialoguer et nous voulons trouver des solutions à la table de négociation, mais ce n'est possible que si on négocie sérieusement et si ce n'est pas un tour de discussion où on veut dire, bon, j'ai écouté tout le monde, mais j'ai quand même fait ce que je voulais dire. Bon, ce n'est pas prendre un café, mais c'est pour trouver des résultats, pour avoir des discussions avec des négociations qui, au meilleur des cas, mènent à un consensus. Il faut que ce soit clair avant que nous y rentrons. Deuxième chose, cela fait déjà quelques jours, quelques semaines, que le Premier ministre a parlé de cette table ronde sociale. Nous connaissons ce jeu, on nous convoque, on veut nous calmer, puis rien ne se passe plus. Mais il faut que cela se passe maintenant. Nous n'avons plus de temps à perdre, nous avons déjà perdu trop de temps. Donc nous lançons un appel au gouvernement, organiser cette table ronde aussi vite que possible, parce que nous avons déjà perdu trop de temps. Aussi, en attendant cette table ronde sociale, nous ne pouvons pas continuer à passer aux affaires courantes et faire comme si de rien n'était. Et on ne pouvait pas dire nous allons discuter de n'importe quoi au comité permanent du travail et de l'emploi aussi longtemps que les grandes questions ne seront pas réglées. Et nous exigeons maintenant que tous les projets qui sont sur la voie hiérarchique soient gelés. Sinon, ça ne fait aucun sens. Le projet par rapport aux heures d'ouverture dominicale, le projet par rapport au travail dominical, par rapport aux heures d'ouverture du travail, des magasins et par rapport au salaire social minimum. Mais si on légifère déjà maintenant, alors c'est inutile pour nous d'aller à une table ronde sociale pour en discuter. Donc nous lançons un appel, gardez tout cela en suspens et réunissons-nous aussi vite que possible avec la vision que cela doit mener à un résultat. Et que ce ne soit pas seulement pour la bonne forme. Et tout cela montre que nous restons des partenaires de négociation sérieux. Nous voulons des solutions, nous ne voulons pas de querelles, nous voulons dans l'intérêt des salariés, des retraités et aussi dans l'intérêt du pays en général et des entreprises. Nous voulons trouver des solutions et des résultats sérieux. Et il faut que vous compreniez que nous sommes actuellement dans une situation où nous ne pouvons plus faire vraiment confiance. On a détruit beaucoup de porcelaine, beaucoup de choses se sont passées au cours des derniers mois et aussi longtemps qu'on n'a pas trouvé de solution. Le Front syndical reste convaincu que nous devons continuer à mobiliser et à faire opposition. Et aussi longtemps que cette libéralisation totale et extrême des heures d'ouverture ne sera pas réglée, aussi longtemps qu'on ne va pas continuer à travailler des périodes de référence annuelles, aussi longtemps que la question des conventions collectives n'est pas réglée, aussi longtemps
qu'on dit encore que les heures d'ouverture doivent être retirées des négociations des conventions collectives aussi longtemps que nous parlons d'une détérioration du système des pensions, aussi longtemps nous ferons opposition et notre opposition sera vraiment très dure et ira très loin. Nous l'avons déjà annoncé. Cette opposition aura une autre qualité et aussi longtemps que tous ces dossiers seront sur la table, nous avons décidé d'organiser une grande manifestation nationale qui se déroulerait le 28 juin. L'heure précise et l'endroit n'est pas encore précisé, on va vous en informer, mais c'est un peu un hasard. C'est donc exactement dans 5 mois, donc le gouvernement a 5 mois pour réussir à prendre le virage, à négocier sérieusement pour trouver des solutions, des résultats, 5 mois pour se raisonner. Et d'ici là, et à partir d'aujourd'hui, les actions syndicales communes, toutes les portes sont ouvertes pour qu'on trouve une solution. Bon, nous aimons négocier aussi longtemps que c'est possible et c'est ce que nous voulions vous dire aujourd'hui. Et je vous dis merci de votre attention et Patrick va prononcer le mot de la fin. Merci Nora. Merci Nora. Je suis très content aussi de la bonne entente que nous avons trouvée dans la nouvelle structure Front syndical. Nous travaillons en commun dans cette direction, comme Nora l'a souligné, et je remercie tout le monde pour la bonne coopération. Mais je voudrais quand même terminer avec un constat. Vous l'avez vu aujourd'hui. Contrairement à l'avis de notre Premier ministre, les syndicats sont à même de travailler de manière flexible et rapide pour réagir par rapport aux nouveaux défis. Le GBL et le LCGB ont, avec le Front syndical, réagi rapidement aux nouveaux défis présentés par le patronat et le gouvernement. Cela devrait plaire à un CIO. S'il utilise des termes aussi modernes et réactifs, donc il devrait savoir avec qui il a affaire, des partenaires sociaux modernes. Merci.